Vous connaissez sans doute des générateurs d'images comme DALL-E, Midjourney ou Stable Diffusion. Ils produisent des visuels étonnants à partir de simples phrases. Par exemple, regardez cette image d'une carotte en train de faire du ski. C'est bluffant de précision. Ou prenez encore Stable Diffusion. On peut générer des variations d'une image existante. La photo en haut à gauche, c'est notre photo précédente et toutes les autres ont été produites automatiquement à partir de cette dernière. On peut aussi faire ce qu'on appelle du in-painting. On demande au modèle de régénérer une partie de l'image. Dans cette vidéo, je vous propose justement de comprendre comment ces modèles fonctionnent grâce au Latent Diffusion Model. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que ce format, en théorie, est là pour expliquer un concept en intelligence artificielle, en restant assez pointu pour ceux qui souhaitent véritablement mettre les mains dans le cambouis et maîtriser ces concepts. Et ce format, il va de pair avec le format ENCODE, qui montrera comment mettre ces principes en action. Pour commencer, remontons à l'année 2015. C'est cette année-là que l'article fondateur, Deep Unsupervised Learning Using Non-Equilibrium Thermodynamics, a été publié. Les auteurs se sont inspirés de la physique statistique hors équilibre, qui est l'étude des systèmes qui évoluent dans le temps et ne sont pas dans un état stable. Pensez par exemple à un fluide qui se réchauffe lentement et dont la distribution de particules bouge constamment. L'idée de base est bien résumée dans cet article de 2015. L'idée essentielle consiste à détruire de façon progressive et systématique la structure présente dans une distribution de données au moyen d'un processus de diffusion itératif. Ensuite, on apprend un processus de diffusion inversé qui restaure la structure dans les données, donnant ainsi naissance à un modèle génératif à la fois très flexible et facile à manipuler. Leur idée était donc de casser progressivement la structure d'une image ou de tout autre type de données de manière itérative. C'est le processus de diffusion, appelé Forward Diffusion Process. Pour faire simple, ce processus consiste à injecter du bruit à chaque étape, c'est la destruction progressive, comme si on brouillait petit à petit l'image jusqu'à ce qu'elle soit uniquement constituée de bruit. Le bruit pouvant provenir d'une simple distribution normale. On commence donc par une image, et par ajout de bruit, elle va converger vers une distribution normale. Imaginez, par exemple, qu'on verse lentement une goutte d'encre dans un verre d'eau claire, puis qu'on mélange. Au fil des remous, l'encre se dissout et se propage partout, jusqu'à colorer uniformément l'eau. De la même façon, l'image se dilue dans le bruit à force d'itération, perdant peu à peu sa structure initiale. Une fois l'image détruite, on apprend à retirer ce bruit étape par étape. Ça, c'est le processus de diffusion inverse, ou Backward Diffusion Process. Et ici, c'est un réseau de neurones qui va apprendre à prédire le bruit à retirer. La beauté de cette méthode réside dans sa capacité à générer de nouvelles images cohérentes, parce que le chemin inverse est déterminé de façon probabiliste. À chaque étape, l'algorithme choisit parmi plusieurs possibilités en fonction de la plus vraisemblable selon son modèle des données. Ce modèle s'appuie entre autres sur des chaînes de Markov, c'est-à-dire des suites d'étapes où chaque état dépend uniquement de l'état précédent. Concrètement, les modèles de diffusion utilisent le principe de chaîne de Markov pour partir d'une distribution initiale très simple, le plus souvent une gaussienne, afin de générer des données beaucoup plus riches correspondant à nos images réelles. On choisit une gaussienne parce qu'on sait très bien comment en tirer des échantillons, alors que la distribution des images est bien trop complexe. C'est pour ça aussi qu'on a cette approche itérative, parce qu'estimer de petites perturbations est plus facile que de décrire directement une distribution. À chaque étape, on déforme peu à peu la cloche gaussienne pour qu'elle se rapproche de la distribution finale. Chaque étape de cette transformation est dite analytique, parce qu'elle repose sur des formules mathématiques que l'on peut calculer très précisément, plutôt que sur de simples approximations numériques. C'est ce caractère analytique qui permet de contrôler la progression du bruit et de reconstruire l'image de façon fiable. Concrètement, ici, x0 représente notre image de départ, et xt majuscule, l'image entièrement bruitée. L'indice représente ici le temps dans le processus de diffusion, et chaque image intermédiaire xt dépend seulement de l'étape précédente, xt-1. On retrouve notre chaîne de Markov. Par exemple, x21 représente l'image après 21 itérations de bruitage. Plus l'indice est petit, moins l'image est bruitée.
et plus on se dirige vers le nombre d'itérations totales, T majuscule, plus l'image est bruitée. Pour décrire le Forward Diffusion Process, on utilise une fonction Q qui donne la probabilité de toutes les images intermédiaires, depuis l'original jusqu'à l'image bruitée. Ici, QXT sachant XT-1, c'est la distribution de l'image à l'étape T, sachant l'image précédente. Autrement dit, elle décrit comment générer une image bruitée à partir d'une image moins bruitée. Comme on l'a dit précédemment, l'idée est de transformer une distribution complexe en une distribution plus simple qu'on peut échantillonner facilement, ici une gaussienne. La fonction Q peut donc se résumer à cette formule. Ici, n c'est la distribution normale. Le terme sous racine carrée c'est la moyenne, comment la distribution est centrée. Et bêta t c'est la variance. On décrit donc la distribution de l'image future xt grâce à une distribution normale centrée sur l'image précédente à t-1. En changeant bêta t, on change la quantité de bruit qui est ajoutée à l'image à cette étape. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Comment décrire la distribution des images lorsqu'on applique cette opération plusieurs fois? Lorsqu'on prend une image et qu'on y ajoute du bruit gaussien de manière répétitive. Pour cela, on va utiliser cette notation pour décrire une suite d'images. Ici, on décrit la suite d'images allant de la première, au temps 0, à la dernière, au temps t majuscule. On peut alors décrire la distribution de notre suite d'images par cette formule. La première partie de la formule, Qx0, représente la distribution des images d'origine. Ensuite, pour montrer que l'image se brouille à chaque étape, on la multiplie par nos distributions conditionnelles, vues juste avant, jusqu'à atteindre l'état final entièrement aléatoire. On retrouve de nouveau notre chaîne de Markov. Et comme nos distributions conditionnelles sont des gaussiennes, on peut réécrire notre équation précédente comme ceci. Dans cette logique, chaque image à l'étape t se construit en prenant une fraction de l'image précédente, puis en ajoutant un certain bruit gaussien. Avec tout ça, on peut décrire notre image xt de façon très simple. Ici, de nouveau, on retrouve notre paramètre bêta, et zt c'est le bruit qui est ajouté à l'image. Grâce à bêta, on peut modifier la façon dont on ajoute du bruit. Par exemple, en ajoutant du bruit de manière linéaire au cours du temps, ou de manière non linéaire pour garder de l'information le plus longtemps possible. On retrouve donc l'idée que, pas après pas, l'image se dilue dans ce bruit aléatoire. À mesure que t augmente, on augmente la part de hasard et on finit alors avec xt majuscule, une image totalement bruitée. Après avoir injecté du bruit à chaque étape, on se demande naturellement comment restaurer l'image d'origine. C'est ici qu'intervient le processus de diffusion inversée, ou Backward Diffusion Process. Dans la phase forward, on définissait Q pour aller de xt-1 à xt. À présent, on veut l'inverse et pour cela, on introduit une deuxième fonction, P, qui décrit la distribution de l'image moins bruitée, xt-1, sachant l'image plus bruitée, xt. Comme on sait que le processus avant est décrit par une gaussienne, on peut exprimer cette distribution également par une gaussienne. Sauf qu'ici, on ne connaît pas la moyenne et la variance du bruit à retirer. C'est là que réside l'idée principale des modèles de diffusion. On utilise le machine learning, plus précisément un réseau de neurones, qui est représenté ici par θ, pour prédire ces deux paramètres. En gros, à l'étape t, on pioche l'image à t-1 à partir de la gaussienne décrite par la moyenne et la variance prédite par le modèle. L'idée, c'est que pθ apprend la probabilité inverse de celle utilisée dans la passe avant. Si Q ajoutait du bruit pour aller en avant, alors pθ retire ce bruit pour aller de l'image au temps t à celle au temps t-1. On suppose donc que xt majuscule vient d'une distribution gaussienne centrée en 0, autrement dit d'un bruit complet, puis pour chaque étape t, le modèle évalue les paramètres idéaux pour remonter vers une image plus nette. À force de répéter ce processus en sens inverse, on reconstruit une image plausible, voire totalement nouvelle, si l'on part d'un bruit complet. C'est cette mécanique qui fait toute la puissance des modèles de diffusion. On ne se contente pas de deviner l'image finale, on la fait émerger petit à petit à partir du bruit, étape après étape. Comme modèle, on peut utiliser l'architecture U-Net, publiée en 2015 et initialement utilisée pour la segmentation d'images biomédicales. Son point fort, c'est de traiter l'image en deux grandes phases. La première phase, appelée downsampling, réduit progressivement la résolution grâce à des blocs de sous-échantillonnage. À chaque bloc, on applique des convolutions, puis on divise la taille de l'image par deux.
tout en augmentant le nombre de canaux. On arrive alors à un goulot d'étranglement, un niveau de résolution minimal où l'image est compressée au maximum, mais riche en informations abstraites. Ensuite, durant la phase upsampling, on réagrandit l'image couche par couche à l'aide de blocs de suréchantillonnage, on remonte la résolution progressivement et on concatène les détails importants extraits de la phase précédente. Autrement dit, on reconnecte les basses résolutions aux hautes résolutions pour reconstituer les détails qu'on avait perdus. Grâce à ce mécanisme, le UNet peut débruiter une image pas à pas en récupérant et en combinant les informations essentielles à chaque niveau de résolution. C'est pourquoi il est devenu un bloc fondamental dans les premiers modèles de diffusion. Aujourd'hui, on voit émerger les Diffusion Transformers, qui s'appuient sur l'architecture Transformer pour pousser encore plus loin la qualité et la rapidité des générations. C'est le cas de modèles avancés comme ImageGen de Google ou d'autres systèmes récents dont Stable Diffusion 3, qui combinent les principes de la diffusion et la puissance des transformers pour créer des images toujours plus impressionnantes. Là, on a des modèles de diffusion, mais l'avancée qui a permis l'apparition des générateurs d'images modernes, c'est l'introduction des modèles de diffusion latents, introduits en 2022 dans l'article High Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models. Et les Latent Diffusion Models, LDM, c'est le sujet de cette vidéo. Leur principe repose sur l'idée de réaliser la diffusion non pas dans l'espace des pixels, mais dans un espace latent, c'est-à-dire un espace de dimension réduite où chaque point représente une version condensée de l'information visuelle. Pourquoi ? Tout simplement pour réduire la complexité de la tâche à apprendre. Pour ça, on utilise un auto-encodeur pré-entraîné pour encoder une image X en un vecteur Z de plus faible dimension. Dans le cas d'un auto-encodeur classique, ce vecteur est un simple résumé déterministe de l'image. Alors qu'un variational auto-encodeur, VAE, s'appuie sur une distribution gaussienne caractérisée par une moyenne et une déviation standard. On peut l'écrire sous cette forme, où μx et σx sont des fonctions apprises par le réseau et décrivent la distribution de probabilité des vecteurs latents. Le fait de modéliser un espace de probabilité permet de mieux capturer la variabilité des données et de générer des échantillons plus diversifiés. Une fois l'image encodée dans cet espace compact, le LDM applique progressivement du bruit sur Z, rendant peu à peu le vecteur méconnaissable. L'apprentissage de la diffusion inverse consiste alors à former un UNet capable de retirer ce bruit. On enrichit cette architecture à l'aide du principe d'attention croisée, qui injecte des conditions supplémentaires comme un texte ou une carte sémantique. Concrètement, le UNet reçoit en entrée les représentations du texte et du vecteur latent et combine ces informations pour orienter la génération. Le but est de guider le débruitage afin de produire une image conforme aux instructions textuelles ou à d'autres contraintes. C'est cet ajout qui permet de passer de la simple génération à la génération conditionnelle. Dans leur article Denoising Diffusion Probabilistic Models, publié en 2020, les auteurs proposent un algorithme d'échantillonnage pour générer une image. L'idée est toujours de partir d'un bruit pur et de remonter progressivement jusqu'à une image nette. On commence par générer un bruit gaussien, noté xt majuscule, qui n'a aucune structure. On fixe ensuite un nombre d'itérations, noté donc t majuscule, correspondant au nombre d'étapes de débruitage souhaité. Puis on effectue une boucle qui part du temps t majuscule jusqu'au temps 1 et qui échantillonne chaque image intermédiaire. À chaque itération, on calcule xt-1 en prenant l'image courante xt, à laquelle on soustrait la partie du bruit prédite par le réseau, puis on normalise le résultat. On ajoute un peu de variance si nécessaire sous la forme de z, ce qui rend ce processus non déterministe. Pour illustrer ce fonctionnement dans la pratique, on peut observer le diagramme de Stable Diffusion qui montre comment le vecteur latent Z est produit par un encodeur E appliqué à l'image X avant de subir le processus de diffusion inverse et d'être progressivement débruité par le UNet, jusqu'à ce qu'on le décode en une image finale X tilde grâce au décodeur D. Chaque bloc du schéma a son rôle. L'encodeur E fait passer l'image de l'espace des pixels à l'espace latent. La diffusion ajoute puis retire le bruit, le UNet lui gère l'estimation de la moyenne et de la variance à chaque étape, et l'attention croisée injecte le texte ou d'autres conditions dans ce pipeline. Cette approche modulaire offre une grande flexibilité et permet de générer des images de très haute qualité de manière efficace. Voilà comment, en combinant plusieurs avancées majeures, les LDM sont devenus l'un des piliers des systèmes de génération d'images à partir de texte. Et l'histoire ne s'arrête pas là.
de nouvelles optimisations et variantes apparaissent sans cesse, poussant encore plus loin les possibilités de la diffusion. On voit même apparaître aujourd'hui de nombreux modèles de génération de vidéos basés eux aussi sur les modèles de diffusion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous comprenez mieux l'incroyable mécanique derrière les LDM et la puissance de cette collaboration entre la physique et l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. À bientôt.